Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, nous revenons en studio pour poursuivre cette émission, mon cher Jacques. Les débats sur le constitutionnalisme, les débats sur la Constitution ont commencé. Aujourd'hui va donc s'ouvrir ce symposium dont on a parlé avec des acteurs notamment guinéens et africains, des experts en droit constitutionnel. C'est un grand foyer de réflexion aujourd'hui qui s'ouvre justement autour de la Constitution en Guinée. Pas mal d'acteurs prendront la parole. Et ce matin, nous aurons Jean-Paul Cotevedno, qui est aussi constitutionnaliste. Nous l'entendrons sur les enjeux de ce rendez-vous-là. C'est donc, si vous voulez, très bien le travail qui commence pour aller vers l'élaboration de la Constitution. Peut-être que c'est une innovation de la part du Conseil national de la transition de passer d'abord par un symposium avant d'aller sur le débat d'orientation constitutionnelle et puis voir les prochaines étapes qui vont finalement travailler sur pour donner, disons, l'avant-projet de constitution et qui va avoir tous les éléments possibles pour obtenir un texte qui nous ressemble. Parce que l'enjeu de ce travail, c'est d'arriver à une constitution. On ne dira pas qu'il va être totalement différente de celle qu'on a connue par le passé, mais une constitution qui au moins ne soit pas en contradiction avec nos mœurs, avec nos croyances, parce que de la constitution découleront des textes organiques qui vont régler un certain nombre de problèmes de la société, le code civil où il y a beaucoup de problèmes, le code pénal, d'autres lois organiques qui gèrent des situations spécifiques. Tout cela doit partir de la Constitution. Et les conseillers nationaux de la transition, il faut déjà noter qu'ils ont fait un travail en amont. C'est leur voyage à l'intérieur du pays. Ils disaient avoir entendu beaucoup de choses de la part de la population. Moi, je souhaite qu'au-delà du travail d'intellectuels qui va se faire ici, où on va entendre des spécialistes de divers domaines qui vont faire leurs propositions, les propositions qui, à ma foi, risquent de porter beaucoup plus sur les expériences d'ailleurs. Il est important de compter aussi dans ce travail-là les propositions faites par nos compatriotes de l'arrière-pays. Il y a par ailleurs, Jacques, et ça on ne le dit pas assez, le CNT, en tout cas pour ceux qui peuvent se servir d'Internet, a mis au point un outil où c'est un appel à contribution citoyenne sur la Constitution. Qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, qu'il puisse figurer à l'intérieur de la Constitution? Vous l'écrivez, vous vous inscrivez, et vous écrivez, et puis c'est traité, c'est remonté aux constituants. Et puis plus loin, il y a la partie débat, discussion, même de la Constitution. J'imagine que ce symposium va ouvrir la voie à tout ça. Oui, c'est important d'avoir cela, mais il faut aller vers d'autres canaux aussi. Je pense que c'est un travail important. Il ne faut pas hésiter à avoir des débats radio-télévisés sur ces questions-là, jusqu'à la fin du processus, pour qu'on sache ce qu'on va mettre dedans. En commençant par dire quel type d'État nous voulons pour notre pays. Quel type de régime politique nous voulons pour notre pays. Il ne faut jamais se dire on ne réinvente pas la roue, comme certains intellectuels commencent à le dire là-bas. Oh non, on ne réinvente pas la roue, il suffit de retoucher ce qui était là et puis on y va. Non, ce n'est pas une question de roue, c'est un État est différent d'un autre. Je crois qu'il faut faire le choix de ce que nous voulons voir dans notre Constitution et donc de ce que nous voulons de notre pays pour les prochaines années. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tu te souviens de la formule de Mohamed Mara à l'époque, lorsqu'on parlait de la nouvelle Constitution? Non, c'était la loi... Non, je crois que c'était sur la nouvelle Constitution où on voulait tout y mettre. Et il avait il a été méchant avec cette formule. C'était quoi déjà? C'est une constitution fourre-tout, quoi. Il y avait... Oui, parce que les gens peuvent se dire non, bon, nous avons telle préoccupation et il faut que cela apparaisse dans la Constitution. Mais on ne peut pas tout mettre dans une Constitution. De nouvelles et puis tu vas requinquer les anciennes inimitiés et tu vas les mettre en bloc. Non, ça c'est, on raconte l'histoire. Non, je sais quand même
Donc, la polygamie, par exemple. Et bien voilà. La polygamie, ça, c'est dans le code civil. C'était pas dans. Je doute. Ils avaient voulu mettre ça. Non, c'est la mère quand même. Il y a des complices de quelqu'un dans ce studio. Parce que quelqu'un a parlé à quelqu'un dans ce studio. Continuez. Non, c'est qui reste clair quand même. C'est vrai que quand on parle de polygamie, c'est le code civil, mais de l'autre côté, la mère des lois, c'est la Constitution. Si il y a déjà des voies qui sont ouvertes donc du si côté on met ça dedans, on met ça dans la Constitution, ça deviendra encore plus compliqué. Donc je me dis aujourd'hui, c'est vrai, il faut écouter tout le monde, il faut, comme on l'a dit, il faut tamiser ce qui peut passer, ce qui peut être adaptable avec les réalités du moment, parce que la réalité du moment, ce n'est pas les réalités exclusivement guinéennes, c'est aussi la mondialisation. La Guinée aujourd'hui se retrouve dans un village planétaire, donc les réalités aujourd'hui asiatiques peuvent être calquées parfois en Guinée. Le problème, ce n'est pas qu'on devienne asiatique, mais qu'on s'adapte aux réalités afin de ne pas être étranger sur l'effet de la mondialisation. Donc aujourd'hui, aller vers une constitution qui tienne compte des réalités mondiales, mais aussi des réalités guinéennes qu'il faut aujourd'hui encourager à mettre à une position qui puisse être aussi en concurrence avec le monde extérieur. Avec le monde extérieur, une constitution qui prend en compte justement la texture du monde extérieur. Mara, c'est plus sur la démarche que je veux t'entendre. Et est-ce que ça fait sens d'avoir un symposium et on nous parle de débats constitutionnels qui s'ouvriront? Est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté louable de ton point de vue? Je trouve que c'est excellent. Je trouve qu'il faut donner la parole parce que dans une constitution, il n'y a pas que les constitutionnalistes, entre guillemets, stricto sensu. Ce n'est pas que ça. Ce ne sont pas que des agrégés de docteurs en droit constitutionnel. Attention. Une constitution, ça va nettement au-delà. Il n'y a pas que... ce n'est pas une épreuve de juridisme. D'accord. Il s'agit d'avoir des textes qui collent à nos réalités tout en respectant des principes universels. Moi, je serai satisfait tant que nous aurons une constitution qui ne protège pas le fort délinquant en face du faible victime. Tant que les principes d'égalité seront respectés, seront les mêmes pour tout le monde, tant qu'il n'y a pas de privilège genre, comme je le disais ici, de privilège de juridiction par exemple, pour un ministre, pour un gouvernant, tant que les droits des femmes sont respectés autant que les hommes, petit h, tant que les enfants sont pris en compte et tant que on peut criminaliser, mais sérieusement, les atteintes graves aux droits humains. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et surtout, si nous avons une constitution dans laquelle va être fixé dans le marbre, par exemple, l'imprescription tout simplement des délits et crimes économiques, moi ça va. D'accord. Ça va. Il faut simplement que cela tienne compte de quoi? De nos réalités aussi socio-culturelles. Sous M. Alpha Condé, il y a eu quelques vices ici qu'on a introduits dans nos textes de loi. Rappelez-vous qu'il y a des scandales autour de l'homosexualité, la question de la polygamie. Vous savez comment la question a été tranchée. In fine, il y a eu des petites retouches de texte. Aujourd'hui, il faut profiter de cette transition pour les élaguer. Mais encore une fois, c'est déjà très bien de faire appel au GOTA pour réfléchir à toutes ces questions, des sociologues, des juristes, des éducateurs, sur tous les sens. Le droit à la santé, le droit à la vie, il y a des questions à débattre. Nous avons des lois sur certaines questions qui sont obsolètes, très honnêtement. Il faudrait que la transition, la constitution qui sera issue de cette transition ouvre des perspectives. Il faut qu'on réfléchisse davantage à quelle société nous voulons. Notre société est devenue tellement violente et intolérante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus qu'on se serve notamment de nos communautés, qu'on les monte les unes contre les autres, mais surtout la difficile question des successions au pouvoir.
des transitions et des questions de transmission de pouvoir démocratique. C'est hyper important aujourd'hui. Justement. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on punirait sévèrement ceux qui se rendent coupables, par exemple, de détournement de deniers publics, même si le code pénal prévoit de punir notamment les acteurs de preuve de fraude électorale, mais il faut aujourd'hui, à mon avis, mettre dans une constitution que c'est un crime imprescriptible pour les Guinéens. Pourquoi? Si quelqu'un se met désormais dans une aventure dans ce pays, genre de succession monarchique ou de fraude, de tripatouillage, ainsi de suite, il faudrait que même 10 ans, 15 ans, 20 ans après, qu'on puisse les choper, qu'ils répondent. En effet. Parce que si on avait puni ceux de 2002, ceux qu'on a connus, le torchon qu'on nous a présenté en 2020 ne serait pas arrivé. Absolument. Il faut prévoir des mécanismes pour ça et les harmoniser avec nos textes de loi. Il faut verrouiller tout simplement. Je vais vous dire la vérité. Juridiquement, il est impossible d'avoir des textes intangibles tout le temps. Même les États-Unis qui ont les meilleurs textes ont évolué sur cette question. Beaucoup d'amendements. Mais il faut rendre les mécanismes tellement difficiles que ceux qui voudront s'y aventurer sachent tout de suite que les risques, les périls qu'ils encourent ne valent pas la peine qu'ils s'y exposent. Alors, tout simplement. Alors, Mara, là, c'est un peu les intentions, ce sont les volontés que tu exprimes. Mais comment faire d'une constitution un texte devant lequel tout le monde tremble? Un texte qui se fait respecter, qui inspire le respect. Un texte quasi sacré. Pour commencer, il faudrait que chaque citoyen s'y retrouve. Ça commence par là. Les États-Unis, pourquoi la Constitution a traversé les temps? Rappelez-vous de comment elle a été conçue. Des délégués de tous les États. Peut-être comment elle a déjà été obtenue. Justement, c'est de cela que je parle. À grand prix. À grand prix, mais aussi l'implication de tout le monde. Aucun État ne s'est senti ségrégué. C'est pour cela que plus tard, quand certains États ont voulu aller à l'encontre des principes de ce même pays, les autres États se sont dit, on leur fait la guerre. Parce que ce sont des principes sacro-saints pour tout le monde. Il faut le faire. Il faudrait d'abord que chacun s'y retrouve. N'allons pas à une constitution cette fois-ci, et comme on l'a fait avec le dialogue, que certains se sentent exclus. Attention, c'est un texte qui ne devra pas être personnalisé. C'est un texte qui doit être impersonnel et qui devra s'imposer à tout le monde. C'est hyper important cela. La question et pour cela, il faut de l'inclusion. Il faut de l'inclusivité autour de ce texte-là. Et que le processus d'élaboration et d'adoption jusqu'à la promulgation soit totalement transparent. J'ai aimé la démarche de Dr Dansa, quoi qu'on en dise, dès le départ sur ce texte. Je crois qu'il n'avait pas été compris. Mais je pense que les militaires avaient renoncé à cette procédure, plus pour éviter, à l'époque, je crois, plus pour éviter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de tohu-bohu, parce que cela s'est passé peut-être dans des conditions, dans des circonstances que nous connaissons. Mais la démarche déjà, elle était belle. Vouloir rendre tout transparent, en mettant en place un comité d'experts, lui-même en ayant un conseiller notamment chargé de réforme constitutionnelle, ainsi de suite, et que même les constituants, tous ceux qui devaient y travailler, soient connus de tous. Ça ne doit pas être comme le torchon de 2020, où les concepteurs, les parrains, tous on continue de nier, ici même sur nos antennes, on niait jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les gens ont nié. C'est quand même quoi ce bébé dont les papas ne veulent pas reconnaître la paternité? Cette fois-ci, il faudrait que les pères... Il y a des bébés comme ça, hein? Cette fois-ci, oui, parce que c'est des Mongoliens, des grosses têtes remplies d'eau, des hypermotropes. Mais même si c'est cela, il faut assumer quand même son acte. Voilà. Mais ce que je dis aujourd'hui, il faudrait faire en sorte d'avoir un texte dont le Guinéen se sente fier. En revoyant, en revisitant notre histoire, nous ne pouvons pas tout refaire. Mais encore une fois, pour terminer là-dessus, quels que soient les textes qu'on aura, souvent dans ce pays, on n'a pas eu de problème de texte. Souvent, les textes ont été bons. J'allais le dire mais à la fin de ce débat. Tant que dans notre comportement, surtout les hauts cadres de ce pays, les gens auront toujours des velléités à tordre la loi, avoir des lois coussinées, des lois... comme on les appelle en sport, les dossards. Vous voyez les dossards, tout le monde peut porter, quelle que soit votre taille. Tant qu'on prévoira ce type de texte, il y aura toujours des problèmes. Et c'est là-dessus que nous devons travailler pour les prochaines années. Là-dessus que nous devons travailler pour la prochaine année. Daoudas, la question des hommes, les constitutions, les textes, d'accord.
Mais la question des hommes, on y reste encore. Fondamentalement, moi, c'est mon problème. Mon problème, c'est vraiment les hommes. Parce que si les États-Unis, par exemple, au passage de Obama, quand il dit qu'on a plutôt besoin d'institutions fortes que d'hommes forts, mais la force d'une institution, c'est l'homme. Et on ne saurait avoir de constitution pour la jungle. La constitution, c'est pour les hommes. C'est les hommes qui la font et qui la défendent. Et comme on le dit en droit d'ailleurs, la loi, elle est faite par les hommes, elle est défaite également par les hommes. Voilà. D'accord. Alors, Jacques, il y a quand même aussi on va plutôt avancer avec cette conférence de presse du Premier ministre. C'est une première, j'ai envie de dire. Oui, depuis qu'il est arrivé, je crois, c'est pour la première fois. Ça va être un point de presse, d'après ce que un point de presse, les services de communication m'ont dit. C'est au terme de sa tournée à l'intérieur du pays. Donc, il va faire un compte rendu de ce qu'il a pu constater et peut-être ce qu'il a fait. Oui. Voilà, donc on vous propose de suivre pour les 6 prochaines minutes ce point de presse. Et puis derrière, on va se retrouver pour la 3e partie de cette émission des Grandes Gueules. On y va avec vous. Le but est de prendre toute la mesure des réalités du terrain dans le cadre du suivi et d'évaluation des projets infrastructurels publics afin de les évaluer et, si nécessaire, de prendre des mesures idoines pour les faire avancer. Le chef de l'État a fait de la réalisation des infrastructures publiques une priorité, son véritable cheval de bataille. Vous vous souviendrez encore certainement qu'il y a 7 mois, tout le gouvernement était en immersion de 30 jours dans nos terroirs, avec la tenue de 4 sessions ordinaires des conseils des ministres. De cette expérience exceptionnelle, nous avons pu faire un diagnostic approfondi et empirique de l'état du pays et relever un manque criard d'infrastructures sociales de base dans nos localités, une insuffisance, voire une absence de ressources humaines de qualité dans les services déconcentrés, une insuffisance d'allocation financière pour le fonctionnement des services, l'affaiblissement de l'autorité administrative publique locale par des ingérences politiques, une dégradation de la confiance entre l'autorité publique et les populations, un phénomène qui a induit parfois les citoyens de façon regrettable à se rendre justice. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de placer le citoyen au cœur du développement. Le citoyen n'est plus un simple instrument de vote, réceptacle des promesses politiques. Nous avons alloué 43% du budget national 2023 à l'investissement. Nous sommes en train d'assainir le fichier de la fonction publique pour procéder très bientôt à des recrutements qui répondent spécifiquement aux besoins de nos collectivités. Nous avons inscrit dans le budget 2023 l'allocation de 20% du budget de chaque département aux services déconcentrés. La loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales a été votée. Restaurer également l'autorité de l'État en renforçant le pouvoir des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des représentants directs de l'exécutif à l'intérieur du pays. Ce dispositif découle de notre volonté de faire le suivi des résolutions fortes de l'immersion et des engagements du gouvernement pris devant le Conseil national de transition lors de ma déclaration de politique générale le 14 décembre 2022.
C'est ce qui justifie ces visites de terrain dans les régions et fait suite à la signature avec chaque département des contrats annuels de performance. La région de Farana est la deuxième étape des visites de terrain, après celle de Bokeh. Ainsi donc, depuis le 16, du 16 au 20 février, j'allais dire 2023, nous avons transmis le message de paix et de cohésion sociale du chef de l'État. Nous avons expliqué aux citoyens la pertinence de s'approprier le contenu du rapport des Assises nationales et de ses 45 recommandations. Nous avons expliqué le processus et les résolutions issues du cadre permanent de dialogue inclusif interguinéen. Nous avons également renforcé la notion de l'autorité des représentants de l'État selon le décret 573 du 8 décembre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'administration territoriale. Nous avons également transmis au gouverneur la liste des projets publics dans leur région pour un meilleur suivi et évaluation, pour un suivi rapproché de ces projets publics. Nous avons vérifié l'exécution des chantiers publics en cours sur le terrain. Nous avons également vérifié le respect des spécificités contractuelles sur le terrain, le respect des délais contractuels. Et enfin, nous avons pris quelques mesures idoines pour débloquer des projets qui étaient en souffrance. Chers médias, dans la région de Farana, nous nous sommes rendus sur 17 chantiers très importants pour nos concitoyens. Nous n'avons pas voulu prendre l'avion pour survoler la réalité. Nous avons pratiqué la route. Mais franchement, très sincèrement, le constat fait est alarmant. J'ai eu mon premier choc sur la route, Mamou Farana. Rien n'est fait dans le cadre du contrat de travaux d'urgence pour la réhabilitation et la construction de cette route. Pourtant, 2 entreprises ont bénéficié des avances de démarrage des travaux. Mais aucun dispositif en place. Absence totale de base vie. Pas une seule machine sur le terrain. Le projet d'extension de l'hôpital régional de Farana est aux arrêts depuis 5 mois par manque de financement. Ce qui est aussi écœurant dans les projets de ce type à l'intérieur du pays, c'est que les autorités locales, qui sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ne sont au courant de rien. Les contrats sont attribués à des entreprises ici à Conakry. Elles font ce qu'elles veulent, sans aucune tutelle sur place pour assurer le minimum du suivi des chantiers. Par exemple, à Dinguiraï, je me suis rendu sur le chantier de réhabilitation d'une route de 63 km dans la commune rurale de Lansanaya, Gagnan-Kali, pour une durée contractuelle de 7 mois, une avance de démarrage de 20% payée. Depuis plus d'1 an, le niveau de réalisation des travaux sur le terrain n'est que de 5%. Il est à noter que les informations fournies par les entreprises qui sont parvenues à démarrer un projet ne concordent pas avec les réalités sur le terrain. Le cas frappant, c'est le cas de l'hôtel des finances publiques de Farana. C'est vraiment un exemple édifiant. Taux de réalisation physique réel sur le terrain, 33%. Taux validé, consigné dans les rapports de mission, 58%.
tenez-vous bien, le taux de décaissement est de 60%. Une aberration totale. À Kissidougou, plusieurs chantiers connaissent un important retard. Le chantier de construction, par exemple, du tribunal de première instance, le chantier de l'église Saint-Louis de Kissidougou, où nous avons accordé 3 mois supplémentaires sur le champ à l'entrepreneur. Ce chantier, qui était signé pour 17 semaines, traîne depuis 2019. La cité Niger de Farana, très bel ouvrage, mais un serpent de mer qui a besoin d'un avenant pour rendre cette infrastructure disponible. Le projet du virage durable de Banco est aussi dans la prolongation de 3 mois de contrat, bien avant notre arrivée. La notabilité de Kissidougou m'a interpellé et elle espère une nouvelle pose de pierre pour le projet de construction de la route Kissidougou-Kankan, attribué à la société Ebomaf d'alors. Un projet qui porte sur 194 km, lancé en juin 2014 pour une durée d'exécution de 12 mois, puis prolongé en septembre 2015 pour une durée d'exécution de 38 mois. Des paiements importants, avances de trésorerie, ont été consentis en faveur de cette entreprise et décaissés. Pas moins de 60 millions d'euros. Mais à ce jour, il n'a pas été possible, encore je le dis bien, possible, pour le ministère du tutelle de retracer les paiements effectués à travers la chaîne de paiement. À Daboula, j'ai été interpellé sur la situation du barrage hydroélectrique de Tinkiso qui alimente les villes de Daboula, Dingirai et Farana en électricité et en eau potable. Je me suis rendu sur les installations. La retenue d'eau, le bassin de la retenue d'eau est rempli de sable et de boue. Il faut très rapidement la curer. Le gouvernement, par le ministère en charge de l'énergie et sur instruction du chef de l'État, va intervenir dans les mois à venir pour maintenir la production de ce barrage opérationnel depuis 1974. Mais il convient de s'interroger de la responsabilité de nos sociétés publiques d'État, la SEG, l'EDG, qui exploitent ce barrage et qui ne sont pas en mesure de curer la cuve. Il faut toujours l'intervention de l'État. Heureusement que cette tournée n'a pas pu faire. Heureusement que dans cette tournée, j'ai pu faire des inaugurations et poser des premières pierres. Le commissariat central de Daboula avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Un poste de santé de Sanka Fodé à Kankan Fodé. Première pierre pour la réalisation du village artisanal de Farana avec le ministre en charge de la culture. À Kambaya, à 65 km de Dingirai, j'ai été impressionné par une initiative communautaire pour la réalisation d'une route de 14 km avec 32 dallos et un pont qui est entrepris par les fils de Sandafra. Un projet estimé à 10 milliards auquel chacun contribue. Hommes, femmes, enfants, ressortissants de ce village, résidant à l'étranger. La contrée a fait déjà des travaux estimés à près de 6 milliards sur les 10 milliards. Nous allons les venir en appui. La communauté a fait dans un autre village un poste de santé tout neuf et appelle à l'État à fournir le personnel soignant. Enfin, sur l'ensemble des projets sur financement en Afrique, gelés, nous avons bien entendu, avec échange, le pôle financier et le ministre en charge de l'administration, de dégeler les comptes des communes de Daboula, Farana, Kissidougou, Bisikirima.
au cours de cette mission. Pour moi, c'est le signe évident de l'unité d'action, de l'entente, du sacrifice que les populations sont capables de consentir pour leur bien-être. Les leçons que nous tirons de cette tournée sont les suivantes. Les marchés sont attribués à des entreprises sans capacité financière. Les marchés ont été attribués à nos propres compatriotes, fils de ce pays, sur des critères de militantisme politique. Maintenant que les décaissements sont faits, seul un suivi rigoureux nous permettra de faire sortir du sol ces projets. C'est ce que nous faisons avec notre gouvernement. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les services d'inspection n'ayant pas connaissance des contrats exécutés sur leur propre territoire juridique. Ils restent étrangers aux investissements publics. Les entrepreneurs font de l'argent public, ce qu'ils veulent. Plusieurs projets sont ainsi à la traîne ou gelés, sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Notre défi majeur à compter de maintenant est de renforcer les contrôles des contrats d'État par tous les moyens. Le pays est en chantier au cours de cette transition, mais il y a des entrepreneurs indélicats. Les bureaux de contrôle et de suivi ne sont pas sur le terrain. Ils sont à Conakry et les travaux sont réalisés à l'intérieur. Alors, que devons-nous faire? Nous allons renforcer le suivi et le contrôle de nos projets. Renforcer l'autorité de l'État en replaçant les gouverneurs et les préfets au cœur du développement à la base. Nous allons assurer une bonne communication entre les niveaux d'échelle de l'administration sur les contrats pour que tout marche comme planifié dans les 24 mois de la transition. Aussi, j'ai instruit au ministre de l'administration du territoire d'organiser très rapidement un séminaire d'appropriation du décret 0573 du 8 décembre 2022 sur la responsabilité d'administrateur territorial. C'est extrêmement important. Il est vrai que nous avons hérité d'un certain nombre de contrats, mais pour le respect du principe de continuité de l'État, nous allons les achever, tous, par la relance et le suivi des travaux. Les chantiers que nous avons initiés depuis quelques mois seront réalisés dans les délais. Le commissariat central de Dabola, par exemple, est une parfaite illustration. 6 mois de contrat, 6 mois de réalisation, délai respecté. Bien d'autres projets s'inscrivent dans cette démarche. Pass TV, les grandes gueules, le top des GG. Et lui tirer, merci. Aboubacar Mandela Camara, bonjour. Bonjour mon cher Jacques Tamba et bonjour à toute l'équipe et à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Voilà, je l'ai dit, c'est bien le conseiller en charge des questions de législation scolaire. Il est par ailleurs camarade de promotion. Mais on a bouffé le bissap de Symphonia ensemble aujourd'hui. Le haricot et la tchéké. Oui, tout à côté là. Le bizarrement, moi c'est la première fois qu'on se croise. Absolument. C'est maintenant que je sais que c'est lui Mandela. Alors je vais ouvrir le bal, mon cher. Attends. Zachary, il aimait manger quoi en fac, honnêtement? Pardon? Zachary, il aimait manger quoi? Je mangeais ce que chacun mangeait. Ah oui, on cotisait, hein. On cotisait, chacun donnait un peu. Et puis on partait en face de l'université. Et puis on achetait le haricot. Et voilà, ginjan, zenzem. Surtout ça. Bissap, on aimait bien prendre ça. Et puis il y avait un gros gâteau là. Il y avait un gros gâteau. Effectivement. Je crois que ça coûtait 500 ou 1000 francs. Chacun donnait 500. C'est Malégato. Non. Pas Malégato. Façon bon photo là. C'est pas Fataya? Non, c'était pas du Fataya. Nous, on mangeait pas Fataya à l'époque. C'était trop cher pour vous? Non, on connaissait pas. Je crois que
Ils ne connaissaient pas. D'accord. On va donc avancer. Avant ce travail au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, vous avez longtemps été consultant en matière d'éducation. Vous avez écrit des ouvrages. Mais il y a cette problématique. Est-ce que, par exemple, la question de la Constitution est évoquée auprès de vos écoliers? Comment le département intègre cette actualité dans le travail quotidien d'enseignement? Bon, c'est plutôt la question liée à la fabrication entre griffes du nouveau type de Guinéen, du nouveau Guinéen. Tout à l'heure, il y a un de vos confrères qui l'a dit. Il faudrait qu'on ait un Guinéen, ce Guinéen qui pense à la Guinée, qui agit dans les intérêts, en tout cas conformément aux intérêts supérieurs de la Guinée, pas pour des intérêts d'ordre communautaire ou d'ordre régionaliste ou d'ordre égoïste même. Alors cette question, elle nous préoccupe à plus d'un titre. C'est pour cela, sous l'égide de monsieur le ministre Guillaume, nous avons redynamisé un service très important au niveau de l'éducation qui était moribond, c'est le service éducation civique. C'est celui avec Joseph Pellico. Effectivement, nous avons non seulement placé là, sur proposition du ministre, le président de la République a placé là, en tout cas des cadres très valables, jeunes, mais très valables. C'est comme le directeur, M. Dramé, et son adjoint, Joseph Pellico, c'est vraiment des gens qui ont de très belles initiatives dans le cadre, Pellico, très dynamique, effectivement, dans le cadre de la promotion du civisme, de la citoyenneté, de vivre ensemble. Nous avons élaboré à travers ce service ce que nous appelons des thématiques hebdomadaires. D'accord. C'est tout un document, une brochure que nous avons envoyée dans toutes les structures de concentrés où vous retrouvez des thématiques, notamment le vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'unité nationale, la solidarité, la citoyenneté, le civisme, les violences en milieu scolaire, entre autres. D'accord. C'est quoi leur fonctionnement? Parce que les thématiques, les concepts peuvent être ce qu'ils sont, mais comment on les opérationnalise? On les opérationnalise. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous ne pensons pas à la place des élèves, c'est-à-dire que nous confions, c'est-à-dire chaque chef d'établissement confie à un groupe d'élèves, parce qu'ils sont organisés là-bas aussi. Vous avez les comités des élèves, ils sont organisés. Il y a des élèves qui viennent autour du mât après la montée des couleurs pour quelques minutes et développer. On le confie pendant une semaine. Ils se préparent très bien. Ils viennent développer qu'est-ce qu'ils pensent de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'ils pensent de vivre ensemble? Qu'est-ce qu'ils pensent des violences en milieu scolaire? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'unité nationale? Donc voici cette thématique. Mais en plus de ça aussi, vous savez, il y a la semaine nationale de mérite scolaire qui a été instituée en Guinée. Et nous avons ce que nous appelons le concours d'éloquence. D'accord. Alors ce concours d'éloquence se déroule au niveau des écoles, au niveau des préfectures, des régions, jusqu'au niveau national. Aujourd'hui, vous avez les phases finales vont commencer le 11 mars. Et tous les candidats des différentes régions sont déjà connus. Alors ce sont des thématiques, le civisme, que les gens vont venir débattre. D'accord. Débattre au palais du peuple. Donc ce sont les élèves eux-mêmes qui vont débattre ça, mais ils sont coachés par les encadreurs, les enseignants. Monsieur Mandela, moi je vois bien vos propositions. Ce sont des initiatives nobles. Mais quand on parle d'éducation civique et morale, je crois que c'est déjà un programme d'enseignement d'abord. En tout cas, ça l'a été, nous, à notre temps, un programme d'enseignement scolaire qui avait, si vous voulez, ces thèmes qu'on développait de la première année, je crois, jusqu'au collège. Après, bon, tout naturellement, au lycée, on laissait le soin... Ça devenait maintenant la philosophie. Ça devenait la philosophie au lycée. Philosophie morale, mais politique. Politique et morale, c'est seulement en terminale qu'on revenait sur ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour ce programme, pour peut-être l'enrichir, intégrer l'actualiser, les nouvelles donnes, pour faire en sorte que vraiment qu'on ne lâche pas
Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on veut prendre le problème de manière circonstancielle, c'est-à-dire on a un programme, on le déroule, mais en classe, qu'est-ce qui est fait pour l'élève? Dans les les programmes. Jacques pose la question de la durabilité des choses. Vous savez, vous avez rappelé tout à l'heure que bien avant d'être là-bas, nous avons beaucoup travaillé sur ces questions, notamment sur la caducité des programmes d'enseignement. Vous savez, l'élève guinéen, y compris nous-mêmes qui sommes fruits de cette école, nous avons beaucoup plus d'informations sur le climat de la France, des autres pays, sur l'histoire, sur la Révolution française, que sur notre propre histoire. Donc aujourd'hui, notre défi majeur au niveau du ministère, c'est de réviser la totalité des programmes d'enseignement, y compris le programme de l'éducation civique et morale. Parce que l'histoire, l'histoire aussi, la même chose. L'histoire, la même chose. Parce que quand même, on a des valeurs culturelles, on a des faits historiques, des faits sociologiques à enseigner à la jeune génération, à transmettre, des valeurs sociétales à transmettre. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du cousinage, à plaisanterie. Voici des valeurs sociétales, voici des valeurs à introduire dans le programme d'enseignement pour que les élèves non seulement apprennent ça théoriquement, mais aussi que ce soit dans la pratique. Donc c'est notre défi. C'est pour cela que nous avons signé un contrat. Nous avons signé un contrat avec le BIE, le Bureau international de l'éducation, qui est un organe de l'UNESCO, pour nous aider d'abord à définir avec nos cadres bien entendu, avec nos propres cadres, à élaborer le COC, le cadre d'orientation culturelle. Quelle école pour quel Guinéen, pour quel Guinéen? C'est ça la question principale. Quelle école pour quel Guinéen et pour quel Guinéen? Pour quel Guinéen et pour quel Guinée? Justement parce que l'enseignement doit avoir une finalité. Une finalité, une orientation. Vous savez, pratiquement depuis 1997, la Guinée n'avait pas, jusqu'à présent d'ailleurs, on n'a pas une loi d'orientation de l'éducation nationale. C'est-à-dire on enseigne des programmes sans savoir qu'est-ce que nous voulons, pourquoi, qu'est-ce qu'on recherche, quelle est la finalité, ça fait plus de 25 ans. Les assises nationales sur l'éducation, parce qu'on en a eu les états généraux. Il y a eu salon, il y a eu états généraux. On en a eu beaucoup. Qu'ont-elles donné? Vous savez, il y a un problème au niveau de l'éducation. Où il y a toujours eu un problème au niveau de l'éducation, c'est la discontinuité des réformes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de réforme. Vous savez, il y a eu toujours des réformes de réflexion. Il y a eu toujours des réflexions, mais après, la suite, c'est quoi? Les rapports de ces différentes réflexions. Quand on prend l'exemple sur le rapport de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation de 2016-2017, où se trouve ce rapport? Tout ça, ça a été mis dans les tiroirs. C'est pour cela que le CNRD a demandé, a instruit le président de la transition, par exemple, a instruit aux différents ministres de l'éducation de faire une synthèse des études et réflexions des 15 dernières années. Une sorte de revue de littérature. Une revue de littérature. J'avais eu l'honneur de faire partie, au compte de l'enseignement préuniversitaire, de faire partie de la commission ad hoc, interministérielle. Nous avons fait cette revue. D'ailleurs, nous sommes allés au-delà des 15 dernières années, parce qu'on a même parlé comment on appelle, des réformes qui ont eu lieu dans les années 2000. Dans les années 2000 ou un peu avant, j'ai parlé tout à l'heure de la loi d'orientation de 1997. Donc on a fait cette revue. C'est la base de cette revue. Après, il y a eu un plan d'action opérationnel et triennal qui a été élaboré et qui est en train d'être déroulé déjà. Qui est en train d'être déroulé 2023-2025. Vous avez évoqué la question de la discontinuité dans la mise en œuvre des réformes. Mais est-ce que vous ne craignez pas que vous-même vous serviez à faire discontinuer les réformes? Parce que la réflexion se mène, certainement de nouvelles mesures sont prises, mais comment vous assurer qu'il y a un lien de continuité entre ce qui a été et ce que vous nous proposez aujourd'hui? Parce que j'imagine bien que pour aller à une autre réforme, il faut évaluer la réforme antérieure. Naturellement. Justement. L'expérience qu'on a quand on parle de continuité, on interrompt carrément. C'est la rupture en fait. C'est la rupture. Généralement, c'est dû au changement très rapide de ministre. Et vous savez, généralement, tout se résume autour du ministre. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des mécanismes en place pour qu'il y ait des... Qu'avez-vous fait de l'héritage Banou?
pour qu'il y ait une vision. Est-ce qu'il y a une suite à l'héritage Bano, par exemple? Oui, naturellement. Bien avant Bano même, professeur Bano, il y a les recommandations. On a réveillé, on est allé chercher, on a fait l'exploration documentaire. D'accord. On est allé chercher toutes ces données-là. On a un document synthèse aujourd'hui qu'on mettra à la disposition même du public, notamment des médias. On a un document synthèse de toutes ces réformes-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rassurer que tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes recommandations pertinentes. Et naturellement, en fonction des nouvelles réalités, il y a de nouvelles recommandations. Et donc c'est ça. Donc non seulement on va s'inspirer de ce que les autres avaient proposé et que nous disons très pertinent, très utile pour le pays, mais aussi on va voir en fonction de nouvelles réalités. C'est par exemple aujourd'hui, vous savez, notre école depuis un très bon moment était caractérisée par une anarchie totale. C'est pour cela que nous avons décidé parmi nos priorités, de réviser, d'actualiser et de vulgariser les textes, non seulement les programmes, mais aussi les textes législatifs et réglementaires. C'est extrêmement important. Quand je prends l'enseignement privé, aussi, ils n'avaient pas été révisés depuis combien d'années? Non, quand vous prenez par exemple, en ce qui concerne l'enseignement privé, vous savez, c'est depuis près de 40 ans, les textes qui régissaient le fonctionnement, la création, les statuts de l'enseignement privé en Guinée datent de 1984 ou 85. C'est dans les années 80, juste après la prise du pouvoir par le CMRN. Donc c'est pour vous dire que ça date de très longtemps. Nous avons actualisé ces textes-là, mais ces textes-là, maintenant, ça doit passer au CNT. En effet. Ça doit passer au CNT pour que vraiment nous puissions avoir une maîtrise de l'enseignement privé qui a pris une forte ampleur en République de Guinée, qui doit être maîtrisé. Qui vous coiffe au poteau, qui coiffe au poteau l'enseignement public, l'enseignement privé en tout cas. Dans les grandes villes peut-être. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes. C'est extrêmement important. Voilà, ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut maîtriser tout ça, il faut encadrer. C'est extrêmement important. Sinon, après, vous avez vu les conséquences néfastes. C'est que vous avez vu l'anarchie qui a caractérisé. Vous avez vu finalement les diplômes guinéens ailleurs, même ici d'ailleurs. Quand vous avez une licence aujourd'hui, quand vous avez pratiquement personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde. Donc c'est ça. Donc c'est ça, ça fait partie de nos défis. Donc pour revenir sur la question, nous sommes en train d'actualiser. Aujourd'hui même, il y a eu le lancement du toilettage de ces programmes avec l'appui du Bureau international de l'éducation. Voilà, en collaboration avec nos cadres. Oui, en collaboration avec nos cadres, c'est quoi la place de vos cadres? Parce que si vous dites comme ça, le Bureau international de l'éducation, peut-être que ce sont des spécialistes qui viennent d'ailleurs. C'est quoi la place? Parce que la collaboration, je voudrais bien, mais c'est quoi la place que vos cadres occupent dans ce travail-là? Parce que c'est une question. Parce que si ce ne sont pas eux qui portent le travail. C'est une question pertinente parce que la difficulté de l'expertise étrangère, c'est l'imprégnation. C'est ça. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est une question pertinente qui nous préoccupe également. Et vous savez, l'éducation, normalement, c'est une question de souveraineté nationale. Oui. C'est-à-dire l'éducation, personne ne peut définir l'éducation que vous devez donner à vos enfants. C'est pour ça que quand vous regardez dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 26, la priorité est donnée même aux familles de choisir le type d'éducation à donner à leurs enfants. Donc ça veut dire nul ne viendra nous dire quelle éducation donner à nos enfants. Donc quel type d'enfant on va avoir. Tout cela est fait chapeauté par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, l'INRAP. Et aussi des cadres venus des cycles, des différentes directions. L'INRAP, comment va l'INRAP? L'INRAP aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire honnêtement, moi j'ai beaucoup pitié de l'INRAP. Oui, parce que là-bas c'est bizarre. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'être changées. D'abord l'équipement. Les gens n'avaient pas d'équipement. Le cadre de travail. Vous savez, c'est des chercheurs, des gens qui doivent réfléchir. Aujourd'hui, quand vous partez à l'INRAP, les bureaux, on a tout réaménagé. Les bureaux sont climatisés. Et on a créé un cadre. Ils ont un budget pour la recherche. Vous savez, aujourd'hui, c'est un EPA. D'accord.
C'est un EPA. D'accord. On a un problème quand même. Moi, j'ai un problème avec l'INRAP. Oui, c'est un EPA. Je suis venu ici avec un manuel de mathématiques. Avec beaucoup de fautes. Avec au moins 8 fautes que j'avais recensées. On prend contact avec eux. Et ce qui est bizarre, c'est que rien n'a été fait pour corriger. Ils sont des formules. On se trompe même sur la superficie de la Guinée. On l'envoie dans les écoles. Nous leur signalons cela. Mais rien n'est fait, même avec du simple note circulaire, à envoyer au moins dans les écoles pour que les enseignants, eux, en tiennent compte. C'est un problème. Ces livres-là sont dans les classes cette année. C'est pour cela, parmi les recommandations du cabinet, au BIE et à l'INRAP, c'est d'impliquer toutes les différentes structures en tout cas sociales, les structures sociales du pays, en tout cas socio-éducatives, les instances socio-éducatives. La société civile sera impliquée, tout le monde sera impliqué, parce que, je vous ai dit, le programme d'enseignement, c'est une question de souveraineté nationale. Il faudrait que chacun y jette un coup d'œil, notamment sur le programme d'éducation civique et morale. Voilà. Mais après tout, il faut reconnaître aussi que généralement, un ouvrage scientifique, des erreurs glissent, et on doit être en mesure de rectifier ça. Voilà, donc dans un ouvrage de mathématiques pour enfants, c'est un gros problème. Autre information, cette question, nous avons siégé sur cette question au cabinet. On a débattu ça. Le directeur a envoyé le document. Il y a un professeur aussi, il y a un professeur, un autre enseignant aussi qui avait attiré notre attention. Nous avons convié le directeur au cabinet. Il est venu exposer des instructions fermes ont été données dans le cadre de la révision des programmes, qu'il y ait une certaine vigilance et que ces genres d'erreurs ne se répètent pas. Qu'est-ce qui est fait Aboubakar Mandela Camara, conseiller... les programmes là, ils sont en train déjà de les toiletter. D'accord. Voilà. Aboubakar Mandela Camara, conseiller en charge des questions de législation scolaire au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Les calendriers, Jacques Léoin, les examens sont connus. Vous avez publié donc le calendrier des examens. Tout va se dérouler en juin. On commence par le certificat. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes sûr d'être prêt d'aller aux examens en juin? Bon, vous savez, c'est un processus. Vous savez, cette année, nous avons eu la chance qu'il n'y a pas eu de perturbation au niveau du système. Vous savez, ces dernières années, ces 5 dernières années, ou plus même, l'année scolaire a toujours été caractérisée par des grèves récurrentes, répétitives, qui affectaient le système. Il y avait trop d'instabilité au niveau du système. Donc, cette année, en tout cas ces 2 dernières années, l'année scolaire 2021-2022 et maintenant 2022-2023, il y a une certaine stabilité au niveau du système. Et aujourd'hui, avant même que je rentre au studio, j'ai pris langue avec l'inspection générale de l'éducation pour leur demander où en est-on dans le cadre de l'exécution, concernant le niveau d'exécution des programmes. Parce que le déroulement, la programmation des examens dépend de ça. Parce que si on n'atteint pas un certain seuil, on ne peut pas programmer des examens nationaux. Et aujourd'hui, déjà, nous sommes pour le niveau secondaire à 66,60%. Ça, c'est des chiffres fournis par l'inspection générale. 66,60% de taux d'exécution à l'élémentaire, et au secondaire, 60,69%. De taux d'exécution. Ça veut dire que d'ici fin avril, nous allons forcément dépasser les 70%. Ça, c'est le taux global. Mais quand on prend les taux particuliers, il y a aujourd'hui, parce que je sais avant, quand on présente le programme, on sait quand même à la date du 22 février, le programme de philosophie, par exemple, de terminale doit être à tel % d'exécution. Mais aujourd'hui, on se contente simplement de donner le programme, ce qu'on va voir, mais à telle date, à quel niveau d'exécution ça doit être. Cela n'est pas mentionné aujourd'hui dans la plupart des programmes que moi j'ai parcouru, par exemple. Mais est-ce que vous allez en profondeur? Est-ce que vous prenez en compte les particularités des localités? En fait, les chiffres globaux, n'est-ce pas, c'est une synthèse des chiffres, des données au niveau des régions. Vous savez, dans chaque région remonte, chaque préfecture remonte. En plus de ça, les cadres, les inspecteurs de l'ISE même partent sur le terrain pour avoir ces informations. Donc, c'est par rapport à ça, ce sont les chiffres globaux. Mais force est de reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, vu que, heureusement,
on a pu, en tout cas pour l'instant, résoudre la question du manque criard d'enseignants. Nous sommes rassurés que d'ici fin avril, nous allons. Est-ce que c'est vraiment réglé? Parce que vous avez entendu. Nous allons atteindre, dépasser les 70%. Vous avez entendu le cas de. Aisément organiser les examens. Vous avez entendu parler du cas de Wende Kenema tout à l'heure avec un des auditeurs qui réagissait. Vous étiez en studio, c'est ma sous-préfecture par ailleurs. Là-bas, la question des enseignants s'était longuement posée. Je vous pose quand même ces deux questions, vous allez terminer dessus. La question de la carte d'identité biométrique, est-ce que ça n'a pas eu d'impact particulier? Et puis la question de la surveillance avec des caméras dessus. C'est quoi cette histoire? Bon, en ce qui concerne les caméras de surveillance, c'est une expérimentation. Ce n'est pas une innovation guinéenne, c'est une expérimentation parce qu'il y a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire qui ont déjà expérimenté et ça a réussi. Et nous aussi, nous souhaiterons expérimenter ça. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est une mesure dissuasive. C'est pas une menace pour les la carte d'identité biométrique. La carte d'identité biométrique, et nous échangeons avec le ministère de la décentralisation et pour vraiment faciliter ça pour les enseignants, pour ne pas que vraiment les enseignants, pour ne pas que l'uniformisation des prix pour les photos. Malheureusement, oui, c'est uniformisé pour les photos. C'est uniformisé, la prise de photos. C'est uniformisé pour tout le monde. Parfait. Mon cher Mandela, un dernier mot en une seconde. On a fini. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Et les mesures draconiennes que nous sommes en train de prendre pour crédibiliser les examens ne sont pas une menace pour les candidats, mais c'est pour les amener à travailler, à faire preuve de travail acharné, parce qu'ils sont la future relève, la relève de l'élite guinéenne. Parfait. Aboubacar Mandela, merci d'avoir été notre invité. C'est un plaisir. Papas TV, les grandes gueules, le top des GG.